On a souvent cette habitude, quand on pense au corps humain, de distribuer un peu les rôles de nos organes comme dans un casting de film hollywoodien. Ouais, avec les grandes superstars en tête d'affiche. Exactement. Le cœur, par exemple, c'est le héros romantique, c'est le moteur infatigable qu'on met toujours sur un piédestal. Et le cerveau, c'est le PDG visionnaire dans sa tour de verre, le centre de commandement absolu. C'est ça. Et puis, caché, tout en bas, un peu dans l'ombre, il y a l'intestin. Le fameux vilain petit canard de notre anatomie, relégué aux basses besognes. Voilà. Et c'est précisément ce cliché que l'on va déconstruire aujourd'hui. Pour cette nouvelle plongée en profondeur, on se base sur les travaux vraiment fascinants de Julia Enders, issus de son livre Le charme discret de l'intestin. Un livre qui a fait pas mal de bruit d'ailleurs. Ok oui, et notre mission pour cette exploration, c'est de prouver que ce qu'on prenait depuis des siècles pour une simple plomberie d'évacuation, un truc un peu honteux et pas très ragoûtant, est en réalité l'un des organes les plus sophistiqués qu'on possède. C'est clair, hein. Et l'enjeu est colossal pour ceux qui nous écoutent, parce que les recherches montrent que la clé de mots aussi divers que la dépression, les problèmes de peau chronique ou même le surpoids, ça se cache dans les méandres de notre ventre. C'est fou de se dire que ça ne vient pas forcément de la tête ou des gènes. Non, en fait, c'est un changement de paradigme fondamental. Pendant très longtemps, la médecine occidentale a traité l'intestin comme un simple tube passif, quoi. Juste un tuyau. Exactement. Mais ce livre rassemble des décennies de recherche pour nous montrer que ce tube est en réalité un écosystème hyper complexe. Il est même doté de son propre système nerveux autonome. Et donc l'objectif de notre analyse aujourd'hui, c'est de comprendre précisément ces mécanismes. Comment cet organe communique avec le reste du corps et comment il influence nos émotions. Il s'agit vraiment de transformer cette espèce de vieille honte anatomique en une fascination pure, juste en comprenant la logique implacable de notre biologie. Carrément. Et pour prouver cette ingénierie un peu insoupçonnée, je propose qu'on rentre direct dans le vif du sujet en s'attaquant à l'action la plus quotidienne et paradoxalement la plus taboue. Le passage aux toilettes. Le passage aux toilettes, ouais. On a l'impression que c'est purement mécanique, presque banal, mais l'auteur détaille un système de négociation interne qui ressemble à un vrai sommet diplomatique. C'est un peu ça. L'être humain est d'ailleurs l'un des rares animaux à gérer l'élimination de ses déchets de manière aussi, disons, socialement adaptée. Ouais, on ne fait pas ça n'importe où. Voilà. Et biologiquement, ça exige une mécanique de très haute précision. En fait, on a deux sphincters. D'accord. Il y a le sphincter externe, celui qu'on contrôle consciemment, et un sphincter interne qui est situé un peu plus profondément. Et lui, c'est un muscle lisse, totalement hors de notre contrôle volontaire. C'est marrant parce que la métaphore qui m'est venue en lisant ça, c'est que le sphincter interne, c'est comme un enfant spontané et ultra honnête, tu vois. Ouais, très bonne image. Il ne se soucie que du confort intérieur. S'il y a une pression, un gaz, il veut juste évacuer le problème. C'est son seul job. Voilà. Et le sphincter externe, à l'inverse, c'est le grand diplomate. Son boulot, c'est d'analyser l'environnement et d'éviter l'incident diplomatique absolu, au beau milieu, je sais pas, d'un repas de famille chez tante Hélène. C'est exactement ça. Mais ce qui est fascinant, c'est la façon dont ces deux-là communiquent. Ils se parlent entre eux. Oui. Quand des résidus arrivent à la fin du système, le sphincter interne ne lâche pas tout d'un coup. Il s'entrouvre juste un peu et libère ce que les scientifiques appellent un échantillon test. Un échantillon test, genre vraiment mœurs. Ouais. Cet échantillon est poussé dans un tout petit sas qui se trouve entre les deux sphincters. Et ce sas est tapissé de cellules sensorielles extrêmement denses. Ah, donc elles analysent ce qui arrive. Exactement, elles vont paliper la matière. Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est liquide? Est-ce que c'est un gaz? Et c'est là que le cerveau principal intervient, j'imagine. Le rapport remonte là-haut. C'est ça. Le rapport monte instantanément au cerveau qui va croiser cette info digestive avec ce que voient nos yeux et ce qu'entendent nos oreilles. Genre, est-ce qu'on est au bureau ou tranquille à la maison? Exactement. Le cerveau évalue le contexte. Soit il se dit « Ok, on est dans un open space, on ferme tout ». Soit « On est à la maison, la voie est libre ». Et c'est seulement après cette évaluation que l'ordre redescend au sphincter externe de se relâcher ou de se contracter. C'est une sacrée logistique pour un truc aussi banal. Mais du coup, ce système a une faille, non? Comment ça? Si le diplomate, donc le sphincter externe, réprime constamment l'enfant honnête, par exemple si on est stressé au boulot ou qu'on refuse d'aller dans des toilettes publiques, on finit par casser la machine, non? Ah oui, c'est même une conséquence mécanique inévitable.
Si le sphincter interne envoie tout le temps ses échantillons test et que la réponse du cerveau c'est toujours non, pas maintenant, eh bien le sphincter interne finit par se démotiver. Il se dit à quoi bon, en gros. C'est exactement ça. La musculature lisse perd sa réactivité. Les signaux deviennent super faibles et le transit ralentit pour éviter de surcharger le fameux sas. D'accord. Et c'est l'une des causes fondamentales de la constipation chronique dans nos sociétés modernes. Une communication qui est rompue juste par pure convention sociale. Ce qui me frappe là-dedans, c'est à quel point une petite contrainte de notre mode de vie peut saboter un système parfait. Absolument. Et d'ailleurs, ça m'amène à mon premier grand choc en préparant cette émission. Le livre explique que notre posture, même sur les toilettes modernes, est une aberration anatomique. Oh, ça c'est le grand classique du livre. Ouais, apparemment, en s'asseyant normalement, on serre littéralement le frein à main. C'est le cas de le dire. En fait, l'anatomie humaine n'a jamais, au grand jamais, été conçue pour évacuer en position assise à 90 degrés. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Le problème, il vient d'un muscle bien spécifique, le muscle pubo-rectal. Quand on est debout ou assis, comme sur une chaise normale, ce muscle s'enroule autour du rectum comme une sorte de lasso, et il le tire vers l'avant. D'accord, ça fait un coude. Rien. Ça crée un coude très prononcé dans le tube digestif. C'est exactement le même principe physique qu'un tuyau d'arrosage que tu plies pour bloquer l'eau. Ah ouais, l'image est super claire. Donc, en s'asseyant sur nos toilettes en porcelaine, le coude reste plié et on s'épuise à pousser contre ce blocage. C'est d'une logique implacable. Et c'est surtout une pression anormale qu'on inflige à tout le système vasculaire de cette zone-là. Ça doit faire des dégâts à la longue. Pousser tous les jours contre ce coude, ça crée des microtraumatismes. C'est ça qui favorise des pathologies hyper fréquentes chez nous, comme les hémorroïdes ou les biverticulites. Les diverticulites, c'est les petites hernies sur la paroi de l'intestin, c'est ça? C'est ça, des petites poches inflammatoires. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les cultures où on utilise des toilettes à la turque, donc où l'on s'accroupit, ces problèmes n'existent presque pas. Parce que la posture change tout. Exactement. En position accroupie, le muscle puborectal se détend complètement, le lasso lâche prise, le fameux coude, disparaît, et le canal s'aligne à la verticale. La gravité fait le reste, tout simplement. C'est faux. Mais heureusement, il y a une solution super pratique partagée dans le livre, et c'est rassurant parce qu'on n'a pas besoin de casser notre salle de bain. Oui, pas besoin de remplacer ses toilettes. Il suffit juste de placer un petit tabouret sous ses pieds quand on s'assoit et de pencher le buste un peu en avant. Ça modifie l'angle du bassin, ça détend ce fameux muscle lasso et on recrée la mécanique de l'accroupissement. C'est tout bête, mais ça change la vie de beaucoup de gens. C'est clair. Mais ça me fait réaliser une chose en fait. Si la toute fin du système est aussi sensible à notre comportement mécanique, j'imagine que l'entrée du système doit poser les bases de tout le reste. Absolument. Parce que la digestion, finalement, ça ne commence pas dans le ventre, ça commence dans le vestibule, dans la bouche. Tout à fait. La bouche, c'est loin d'être juste une déchiqueteuse à aliments. C'est un vrai centre d'analyse et de préparation chimique. Ouais, j'ai vu ça avec la salive. La salive, c'est un excellent exemple. On la banalise complètement, on se dit que c'est juste de l'eau pour lubrifier. Mais pas du tout. Elle est saturée de mucine. Des mucines? Ce sont des protéines qui ont la consistance d'un gel un peu visqueux. Et quand on mastique, ces mucines vont venir tapisser nos dents et nos gencives. Ça forme un espèce de filet moléculaire. Comme un bouclier? Voilà. Un bouclier qui attrape et emprisonne les bactéries pathogènes avant même qu'elles n'aient la chance de descendre vers l'estomac. J'ai bien noté ce côté protecteur, mais il y a un truc dans le livre qui m'a vraiment fait tiquer. Ça m'a paru énorme. Ah oui, quoi donc? L'auteur affirme que la salive contient de l'opiorphine et que c'est un antidouleur naturel bien plus puissant que la morphine. C'est exact. Mais attends, je veux bien que le corps soit super bien fait, mais si on a un truc plus fort que la morphine plein la bouche en permanence, pourquoi la moindre rage de dents ou un pauvre raft fait aussi atrocement mal? On ne devrait rien sentir, non? C'est une excellente question, et c'est vrai que ça paraît contradictoire. Mais la réponse, elle est dans le dosage. Comment ça? L'opiorphine est effectivement surpuissante, mais elle est sécrétée en quantité infinitésimale, vraiment des microdoses. Mais pourquoi en mettre si peu si c'est si fort? Parce que la bouche humaine possède une densité de terminaisons nerveuses hallucinante, bien plus que le reste du corps. Imagine si on n'avait pas ce microdosage d'anesthésiant. Rien que mastiquer la croûte d'un pain de campagne ou manger un truc un peu acide, ça déclencherait des signaux de douleur insupportables. Ah, je vois. L'opiorphine, elle sert juste à adoucir le contact normal avec la nourriture. C'est exactement ça.
Elle rend la mastication tolérable. Par contre, le corps refuse de masquer une véritable alerte médicale. Une carie profonde ou un abcès, ça génère un signal d'alarme qui explose littéralement la capacité de ce petit microdosage. Et heureusement au final, sinon on perdrait nos dents sans s'en rendre compte. Voilà, c'est un système de sécurité très bien calibré. Ok, le mécanisme est brillant. C'est juste un ajustement du volume de la sensation. Et d'ailleurs, juste après ce traitement chimique dans la bouche, on tombe sur un vrai poste de douane à visière, nos amygdales. Ah oui, l'anneau de Waldeweyer, c'est son nom scientifique. L'anneau de Waldeweyer. C'est fou parce qu'on les voit juste comme un truc qui s'infecte quand on est gamin. Alors que c'est le premier point de contact majeur entre notre système immunitaire et le monde extérieur. Surtout chez les enfants, justement. Comment ça fonctionne concrètement? Les amygdales, elles ont des espèces de petites crevafes à leur surface. Quand les aliments et les bactéries passent dans la gorge, ils s'y frottent. Et là, nos cellules immunitaires vont venir palper l'intrus. Elles prennent ces empreintes digitales en gros? C'est ça, elles l'identifient et ça leur permet de construire une immense banque de données sur les menaces de notre environnement. C'est une phase d'éducation cruciale. Et c'est là qu'on arrive à une statistique du livre qui m'a scotché. L'ablation des amygdales avant l'âge de 7 ans augmenterait significativement les risques de surpoids plus tard. Oui, c'est une corrélation très surprenante. Mais c'est hyper contre-intuitif, on retire un petit bout de tissu dans la gorge et la conséquence c'est une prise de poids des années après. Comment cette fameuse douane influence le stockage des graisses? Le lien, il se trouve dans notre métabolisme de base. Quand on retire ce poste d'observation très tôt, l'éducation du système immunitaire est brutalement amputée. Il devient un peu parano, c'est ça? Exactement. Le corps perd sa capacité à évaluer calmement son environnement. Du coup, en réaction, le système immunitaire a tendance à rester dans un état d'alerte légère, mais constante. C'est ce qu'on appelle une micro-inflammation systémique. D'accord, et l'inflammation fait grossir, hein? Oui, parce que l'inflammation chronique modifie la façon dont nos cellules réagissent à l'insuline. Ça dérègle les signaux de satiété et la gestion des graisses. C'est incroyable de voir à quel point chaque petite étape compte. Bon, une fois passée cette douane, la nourriture glisse vers l'estomac. Et puis elle atterrit dans la pièce maîtresse, l'intestin grêle. Les fameux 7 mètres de tuyauterie interne. 7 mètres, ouais. Dont le seul but est de désintégrer la bouillie alimentaire à l'échelle moléculaire pour faire passer l'énergie dans le sang. C'est un travail titanesque. Grave. Avec ces millions de petites villosités qui absorbent les nutriments. Ça doit demander une énergie, une coordination folle. Et j'imagine que le cerveau, le fameux PDG là-haut, ne peut pas micro-gérer tout ça tout seul, hein. Absolument pas. Gérer cette usine biochimique, ça demanderait beaucoup trop de bandes passantes au cerveau, il serait saturé. Du coup, comment il délègue? Eh bien, l'évolution a tout simplement doté le système digestif de son propre centre de commandement. C'est le système nerveux entérique, d'où son surnom très connu de deuxième cerveau. Le fameux deuxième cerveau. Voilà, l'intestin est tapissé de millions de neurones. C'est un réseau d'une complexité qui n'a vraiment rien à envier à la moelle épinière. Pour reprendre notre métaphore de l'entreprise, si le cerveau dans le crâne, c'est le PDG, l'intestin, c'est le grand département de la logistique, des ressources humaines et de l'énergie. Tout à fait. Mais ce qui m'a sidéré, c'est la direction de la communication entre les deux. On imagine toujours que c'est le PDG qui donne les ordres à la logistique. C'est ce qu'on a cru pendant longtemps. Mais anatomiquement, il y a un câble gigantesque, le nerf vague, qui relie les deux. Et le livre souligne que 90% du trafic sur ce nerf va de l'intestin vers le cerveau. En fait, le ventre parle et le cerveau écoute. C'est une vraie autoroute biologique, ce nerf vague. Ce que l'intestin remonte par cette voie, c'est une synthèse ultra détaillée de notre environnement interne. Qu'est-ce qu'il capte exactement? Un peu de tout. Il goûte chimiquement tout ce qui passe, il détecte les toxines, il sent les variations hormonales, il jauge l'état de fatigue de nos cellules immunitaires. Et tous ces signes bruts, il les envoie au cerveau. Et ça arrive où dans le cerveau? Ça atterrit dans une zone très précise qu'on appelle l'insula. Et le boulot de l'insula, c'est de traduire ces données chimiques froides en émotions et en sensations physiques ressenties. Mais attends, ce que tu décris là, ce sont littéralement nos pressentiments. Exactement. Quand on dit qu'on a la boule au ventre face à une situation, ce n'est pas juste une expression poétique. C'est notre intestin qui a perçu une anomalie biochimique, je sais pas, une montée de cortisol, et qui sonne l'alarme via ce nerf vague. C'est de la pure physiologie. Il n'y a rien de magique. Et c'est là qu'on comprend le coût dramatique du stress sur notre corps. Ah oui, le stress, c'est l'ennemi numéro 1 de cette mécanique. Que se passe-t-il vraiment quand le cerveau est sous pression constante? Disons, à cause de gros problèmes au boulot. Eh bien,
Le cerveau panique et déclenche le système nerveux sympathique. C'est le fameux mode lutte ou fuite. En état d'urgence, le cerveau ordonne de rediriger massivement le sang vers les muscles et le cœur, pour nous préparer à courir ou à nous battre. D'accord. Et pour faire ça, il va voler ce sang à l'intestin, parce qu'il juge que digérer n'est pas la priorité quand on est censé fuir un tigre. En clair, la logistique est sacrifiée. Le PDG coupe le budget du département énergie parce qu'il y a le feu. Exactement. Mais ça a des conséquences désastreuses à long terme. Sans afflux sanguin adéquat, l'intestin grêle ralentit drastiquement. Et surtout, il produit beaucoup moins de mucus protecteur. Ce qui le rend vulnérable. Très vulnérable. Ses parois sont attaquées par l'acidité et les mauvaises bactéries. Des micro-inflammations commencent à apparaître. Et l'intestin, il réagit comment? Via le nerf vague, il hurle. Il envoie des signaux de douleur et de détresse au cerveau. Le cerveau reçoit ces signaux d'inflammation et en réponse, il génère un bruit de fond anxiogène constant. C'est un cercle vicieux, en fait. Totalement. Beaucoup d'états de fatigue chronique ou de petites dépressions inexpliquées trouvent leurs racines là-dedans. Le stress endommage l'intestin, qui envoie des signaux de malaise, ce qui augmente encore plus l'anxiété du cerveau. Ça souligne une valeur pratique évidente pour ceux qui nous écoutent. Il faut sanctuariser ses repas. C'est primordial. Si on mange en regardant un journal télévisé hyper angoissant ou en se disputant à table, on maintient le cerveau en mode survie. La digestion est inhibée à la racine. Et la nourriture qu'on avale devient presque un fardeau pour le corps. C'est exactement ça. Manger dans le calme, c'est une nécessité biologique, pas juste un luxe. Bref, le ventre nous parle. Mais là où la science-fiction rattrape carrément la réalité dans le livre, c'est quand on creuse l'origine de ces fameux messages envoyés par le nerf vague. Ah, on arrive au plat de résistance. Ce deuxième cerveau, avec ses neurones, il n'est même pas seul maître à bord. Ces signaux sont modulés, voire dictés par une armée de locataires clandestins. La fameuse planète microbienne, notre microbiote. Voilà. On abrite combien de micro-organismes déjà? 100 billions? C'est l'estimation, ouais. Et pendant super longtemps, on les a considérés comme de simples petits ouvriers. On pensait qu'ils étaient juste là pour nous aider à fermenter ce qu'on n'arrivait pas à digérer. Alors qu'en fait... En fait, la science actuelle démontre qu'ils sont de véritables marionnettistes chimiques. Ils produisent des messagers, des petits composés chimiques, qui peuvent traverser la barrière intestinale, aller dans le sang ou stimuler directement le nerf vague pour moduler notre appétit. Et c'est là que j'ai besoin qu'on décortique un truc. Parce que ça touche directement à notre libre arbitre et c'est troublant. Vas-y. Le livre suggère que certaines fringales très spécifiques, genre l'envie irrépressible d'un burger ou de sucre à 22 heures, ça pourrait ne pas venir de nous. C'est fort probable, oui. Mais comment c'est possible? Est-ce que c'est un lobby de bactéries dans notre intestin qui exige son menu précis? C'est exactement un lobby. C'est un mécanisme de survie hyper basique pour elles. Il faut savoir que différentes souches de bactéries se nourrissent de différentes choses. Certaines adorent les graisses, d'autres prospèrent sur le sucre, d'autres sur les fibres. Ok. Si tu as une alimentation super riche en sucre pendant un moment, tu vas multiplier la population de bactéries amatrices de sucre. Celles-là vont devenir majoritaires. Et quand elles ont faim, elles libèrent des molécules qui vont remonter jusqu'au cerveau pour influencer ta production de dopamine. Donc elles piratent mon circuit de la récompense. Exactement. Elles créent une sensation de manque. Et quand tu manges enfin le cookie qu'elles réclament, elles provoquent un pic de dopamine. Tu crois te faire plaisir alors qu'en fait tu as juste cédé au chantage d'une colonie bactérienne. Et je trouve ça vertigineux, c'est presque effrayant. Ça remet pas mal de choses en perspective sur nos soi-disant choix alimentaires. C'est clair. Mais pour le coup, je dois avouer que je suis restée hyper sceptique face à un autre exemple cité dans les sources. Lequel? Celui du Toxoplasma gondii, le parasite du chat. Ah, l'histoire de la souris et du chat. Ouais. L'idée qu'un parasite dans l'intestin puisse modifier le cerveau d'une souris pour qu'elle n'ait plus peur des chats et qu'elle se jette dans leur gueule pour que le parasite puisse se reproduire chez le félin. Ok, pourquoi pas. C'est bien documenté chez les rongeurs, oui. Mais le livre fait le point avec l'humain. Il sous-entend que ce parasite pourrait nous faire avoir des accidents de voiture. Franchement, c'est un saut énorme, non ? Comment on passe d'un ver dans le ventre à un comportement suicidaire sur l'autoroute? C'est vrai que c'est normal de douter, ça bouscule toute notre conception du contrôle de soi. Mais les études neurologiques sur le sujet sont super sérieuses. Comment ça marche chez l'humain, alors? L'humain n'est pas la cible finale du parasite. On est plutôt un cul-de-sac évolutif pour lui. Mais s'il s'installe dans notre système, il essaie quand même d'appliquer son programme de manipulation de base. Il va augmenter la production de dopamine et générer une petite neuroinflammation. Et c'est cette inflammation qui nous rendrait imprudents? Exactement. Des études épidémiologiques ont mesuré les temps de réaction et le niveau de peur chez des humains infectés par ce parasite.
Et les résultats montrent une tolérance anormale aux risques corporels. Les gens ont moins peur du danger, tout simplement. Ah ouais. Souvent causé par des prises de risques excessives. Donc le parasite baisse le thermostat de la peur dans notre cerveau. C'est exactement ça, de façon très subtile, mais mesurable. Quand on met bout à bout le chantage à la dopamine des bactéries accros au sucre et l'altération de la peur par un parasite, on réalise vraiment qu'on est des écosystèmes hyper poreux. On est loin du PDG isolé dans sa tour de verre, oui. La question super pratique qui vient juste après, c'est comment on reprend le contrôle, comment on nourrit les bonnes bactéries, celles qui stabilisent notre humeur, sans nourrir le lobby du sucre. La meilleure ligne de défense, et l'auteur insiste beaucoup dessus, ce sont les prébiotiques. Les prébiotiques. C'est différent des probiotiques, non? Oui, très important de ne pas confondre. Les probiotiques, c'est quand on avale directement des bactéries vivantes, par exemple dans des yaourts fermentés. Les prébiotiques, c'est l'alimentation spécifique de notre flore intestinale bénéfique. C'est leur nourriture à elles. Voilà, ce sont généralement des fibres très complexes que notre intestin grêle à nous est incapable de digérer. Elles vont donc voyager intactes jusqu'au gros intestin. Et là-bas, elles servent de grands festins exclusifs aux bonnes bactéries. On court-circuite notre propre digestion pour livrer le repas direct à nos alliés, en fait. C'est tout à fait ça. Le livre donne des exemples simples qu'on trouve au supermarché, les poireaux, les endives, les asperges. Excellent pour le microbiote. Mais il y a surtout une astuce de grand-mère qui m'a bluffée. L'histoire de la salade de pommes de terre de la grand-mère de l'auteur. Ah, le fameux amidon résistant, une merveille biochimique. C'est ça, tu peux nous expliquer le principe? Bien sûr. Quand on cuit une pomme de terre, son amidon devient très facile à digérer pour notre intestin grêle. On l'absorbe comme du sucre, en gros. Mais si on la laisse refroidir complètement, genre au frigo, la structure de cet amidon se cristallise. Il change de forme. Oui, il devient résistant à nos enzymes digestives. Du coup, au lieu d'être absorbé tout de suite, il traverse l'estomac et l'intestin grêle intact et atterrit directement dans le côlon. Et c'est là que les bonnes bactéries l'attendent. Exactement. Elles s'en régalent. Et en digérant cet amidon résistant, elles produisent de grandes quantités d'acides gras à chaîne courte, comme le butyrate. Et ça sert à quoi, le butyrate? C'est magique. Ça nourrit les cellules de la paroi intestinale, ça bloque l'inflammation globale du corps et surtout, ça envoie des signaux de calme et d'apaisement au cerveau via notre fameux nerf vague. Donc, manger une simple salade de pommes de terre froides, ça modifie chimiquement notre état d'anxiété. C'est de la bio-ingénierie maison? C'est brillant. Franchement, si on prend un peu de recul sur toutes ces mécaniques, l'esprit de cet ouvrage est vraiment une révolution. Un changement de regard total. On part d'un organe qu'on cache, qu'on maltraite en s'asseyant mal, qu'on affame avec le stress, et on découvre qu'il est en fait l'architecte hyper silencieux de notre stabilité mentale et physique. C'est le message principal, ouais. Comprendre l'histoire des sphincters, le nerf vague, les prébiotiques, ce n'est pas juste de la curiosité anatomique, c'est vraiment apprendre à reprendre le contrôle de son énergie et de ses humeurs. C'est le pouvoir très libérateur de ces découvertes, c'est clair. Et ça donne des outils pratiques qu'on peut appliquer dès le prochain repas. Exactement. Mais d'ailleurs, pour clôturer cette discussion, ça me donne envie de poser une réflexion un peu vertigineuse à ceux qui nous écoutent. Vas-y, je t'écoute. Si on accepte aujourd'hui que nos bactéries intestinales dictent une si grande part de nos comportements, de nos fringales et même de notre capacité à gérer l'anxiété, ça soulève une question immense à l'échelle de notre évolution. C'est-à-dire? Pense à notre alimentation moderne. Elle est ultra transformée, souvent stérilisée et surtout complètement vidée de ses fibres. En mangeant ça tous les jours, on est en train de décimer la complexité de notre microbiome. On affame les bonnes bactéries, quoi. Pire, on affame métomiquement cette flore ancestrale qui a forgé l'équilibre neurochimique de l'humanité depuis des millénaires. La question c'est, ne sommes-nous pas en train, de manière totalement aveugle, de modifier la personnalité et la santé mentale de l'espèce humaine tout entière? Waouh! C'est un bouleversement évolutif totalement silencieux, et la chose folle, c'est que ça se joue en ce moment même, à l'intérieur du ventre de chacun d'entre nous.